Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on commence avec un chiffre qui interpelle, avancé par Force ouvrière. Les fonctionnaires auraient perdu 31,5% de pouvoir d'achat depuis l'an 2000. C'est énorme. Comment on en est arrivé là? On va donc plonger dans les revendications de FO Fonction publique en s'appuyant sur leur dossier Vivre dignement de son travail. On a aussi regardé les chiffres de l'administration, de la DGFP. L'idée, c'est de décortiquer un peu la rémunération des quelques 5,7 millions d'agents, que ce soit dans la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Comprendre les mécanismes et les enjeux. Alors pour commencer, il y a un élément central, c'est ça, le fameux point d'indice. Pourquoi il est si important? Oui, c'est vraiment la clé de voûte. Son rôle, il est double en théorie. D'abord, garantir le pouvoir d'achat face à l'inflation. Ensuite, maintenir la cohérence des carrières, des grilles et même des pensions. Or, ce que montre l'analyse de FO, graphique à l'appui d'ailleurs, c'est que la valeur de ce point, elle a quasiment stagné pendant presque 20 ans, pendant que l'inflation, elle, grimpait. Ah oui. Et c'est ce décalage qui explique ce chiffre choc de 31,5% de pertes cumulées, selon eux. L'impact sur le niveau de vie, il est direct forcément. Est-ce qu'on a des exemples concrets de ce que ça représente, cette perte, pour que ce soit plus parlant? Tout à fait. Le syndicat a chiffré ça. Pour un attaché d'administration en fin de carrière, catégorie A donc, ça pourrait atteindre 1051 € brut par mois de manque à gagner. 1051 €. Oui. Et pour un assistant médico-administratif, catégorie B, ce serait 787 €. Pour un adjoint technique, catégorie C, environ 600 €. Ce sont des sommes qui pèsent lourd, évidemment. Et ça a aussi des conséquences sur la carrière elle-même, j'imagine. Le statut prévoit une progression, le GVT, comme on dit. Exactement, le glissement vieillesse, technicité. Normalement, ça assure une évolution salariale avec l'ancienneté, l'expérience. Mais si la base de calcul, le point d'indice, ne bouge pas, L'effet est limité, quoi. voilà. Et pire, ça crée ce que FO appelle le tassement des grilles. Pour pas que les plus bas salaires passent sous le SMIC, on relève juste l'indice minimum. D'accord. Les écarts entre les échelons, entre les catégories, ils se réduisent comme peau de chagrin. Du coup, la promotion est moins valorisée financièrement. Et FO donne même un exemple assez parlant. Un agent promu en catégorie B pourrait, après 6 ans, se retrouver avec un indice plus bas qu'un collègue qui serait resté en C mais avec la même ancienneté. Ah oui, c'est paradoxal. Ça pose question sur la reconnaissance du parcours professionnel. Clairement. Alors, face à ça, on entend souvent parler des primes. Le gouvernement en met en place, comme la prime de pouvoir d'achat récemment. Est-ce que ça, c'est une solution pour FO? D'après leur analyse, pas vraiment. Ils voient ça plutôt comme un leurre. D'abord, c'est souvent inégalitaire. La prime pouvoir d'achat, par exemple, elle a exclu pas mal d'agents territoriaux. Ensuite, et c'est le point clé, ces primes sont ponctuelles, elles ne sont pas pérennes et surtout, elles ne corrigent pas le problème structurel de l'érosion du pouvoir d'achat lié à l'inflation. Ça, seul le point d'indice peut le faire durablement. Donc ça ne remplace pas le point. Non. D'ailleurs, FO souligne que la part des primes dans le salaire total, elle stagne depuis une dizaine d'années. Pour eux, le cœur du réacteur, ça reste le traitement indiciaire. Ok, c'est clair. Au-delà de ce point d'indice et des grilles, est-ce qu'il y a d'autres sujets de mécontentement soulevés dans ce dossier? Oui, il y en a plusieurs autres. On peut mentionner la suppression annoncée de la JPA en 2025. C'était la garantie individuelle de pouvoir d'achat, un petit mécanisme qui compensait justement pour certains la différence entre leur évolution de salaire et l'inflation. D'accord, donc ça disparaît. Apparemment, oui. Il y a aussi une mesure récente, depuis début 2025, qui fait baisser la rémunération d'environ 10% dès le premier jour d'arrêt maladie ordinaire. Ça s'ajoute aux jours de carence qui existaient déjà. Ah oui, ça touche directement en cas de maladie. Et sur les frais du quotidien? Effectivement. L'indemnité de résidence est jugée totalement obsolète, surtout quand on voit l'augmentation des loyers, plus 16% entre 2014 et 2024 dans certaines zones. C'est sûr que ça ne doit plus couvrir grand-chose, voilà. Pareil pour les frais de déplacement, les remboursements pour les repas ou les kilomètres, ils ont été un peu revalorisés, mais FO dit que c'est bien trop tard et bien trop peu par rapport à l'inflation, notamment le coût de l'essence qui a flambé, plus 22 à 26% entre 2019 et 2025. Et il y a aussi la question de l'égalité femmes-hommes. Oui, c'est un point qui revient. Malgré les accords signés, FO pointe que des écarts de salaire persistent et demande des mesures plus contraignantes. Bon, le constat adressé par le syndicat est quand même assez sombre. Face à tout ça, qu'est-ce qu'ils demandent concrètement? C'est quoi leurs revendications phares? Alors, leurs demandes sont assez directes. D'abord, une revalorisation immédiate de 10% du point d'indice. 10% tout de suite. Oui.
Et ensuite, un plan sur plusieurs années pour rattraper la totalité de la perte qu'ils estiment à 31,5% depuis 2000. Ils veulent aussi une indexation automatique du point sur l'inflation, chaque année. Pour ne plus que ça décroche, c'est l'idée. Il demande aussi une refonte des grilles avec des débuts de carrière plus élevés, catégorie C à 120% du SMIC, B à 140%, A à 160%. D'accord. Et sur les autres points? Ils veulent l'amélioration des indemnités de résidence et de déplacement, des aides au logement, l'annulation des mesures sur les arrêts maladie. Et pour l'égalité salariale, ils demandent l'application de mesures fortes, en lien avec une directive européenne. Plus largement, c'est une défense du statut, de la carrière, contre ce qu'ils perçoivent comme une individualisation croissante. On sent bien, en lisant tout ça, une vraie tension. D'un côté, la volonté affichée de maîtriser les dépenses publiques. De l'autre, ces revendications très fortes pour que les agents puissent, comme le dit FO, vivre dignement de leur travail. Les chiffres qu'ils avancent montrent en tout cas un vrai décrochage pour beaucoup. Oui, et au-delà des chiffres, des pourcentages, des grilles, la question de fond que pose ce dossier, c'est celle de l'attractivité de la fonction publique. Si le contrat social qui veut qu'on puisse vivre correctement en servant l'intérêt général n'est plus tenu, quelles conséquences à terme? Mhm. Pour recruter, pour garder les agents, pour assurer la qualité des services publics dont on a tous besoin, c'est une question essentielle, je crois, pour l'avenir. Ça mérite qu'on y réfléchisse collectivement.